commence donc par A Knight of Seven Kingdoms, un chevalier des 7 royaumes en français. C'est une petite sœur de Game of Thrones, adaptée de nouvelles de George R.R. Martin. L'auteur participe d'ailleurs au scénario. Et tout est moins dans cette histoire qui se déroule 90 ans avant les intrigues sanglantes de Westeros. Moins long, 30 minutes par épisode, moins tentaculaire, on y suit seulement en quelque sorte un chevalier et son écuyer. Moins grave aussi puisque l'humour, voire le grotesque y sont présents. Côté plus, ce préquel est sans doute plus humain, puisque le héros est un garçon simple, un peu naïf, suivi par un gamin chétif, au crâne rasé. On commence par quelques mots, Adrien Desnouettes. Moi j'ai été très séduit, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était une façon très habile de contourner le mastodonte Game of Thrones et les attentes du public autour de cet univers. Et la façon dont il le fait est très maligne puisqu'en fait vous insistiez tout à l'heure sur la petitesse, sur l'économie, sur la modestie et ça se traduit aussi par la branche qu'il exploite dans cet univers puisqu'en fait on est vraiment dans le roman picaresque. Quelque chose qui existait déjà en fait dans Game of Thrones mais qui n'est pas ce qu'on retient le plus. Alors ça se fait forcément un peu, peut-être qu'ils vont perdre une partie de l'auditoire, voilà, des fans de la première heure, mais ils en fidéliseront d'autres, dont moi par exemple, et ça m'a confirmé que tout ce qui sortait de cet univers-là, de cet univers étendu-là, de l'univers Game of Thrones, que ce soit la monumentalité de House of Dragon que j'avais bien aimé, ou celui-là, en fait j'achète tout. Olivier Joyard. Moi, j'ai pas tout acheté de Game of Thrones, mais là, c'est vraiment une vraie bonne surprise. C'est-à-dire que quand je m'attendais à me lasser d'une énième ressucée de l'univers Game of Thrones, là, cette série a vraiment revampé mon désir, notamment par sa modestie. C'est vraiment la première chose dont on peut parler, parce qu'elle efface, en fait, plein de choses qui faisaient Game of Thrones jusqu'à présent. On peut dire que ça dure quand même depuis une quinzaine d'années, l'univers Game of Thrones. C'était d'abord, je crois, de 2011 à 2019, et puis après House of the Dragon. Et il y avait comme ça vraiment une série qui montrait les muscles, quoi. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de muscles quand même. Mais ils sont là presque malgré les personnages. Il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur, en fait, que je trouve vraiment très intéressant. Alors, Adrien Desnouettes. Le roman picaresque, enfin l'aventure picaresque. Oui, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre par ce bout-là. C'est quelque chose qui était déjà, je le disais tout à l'heure, mais qui était déjà contenu dans Game of Thrones. Alors il se trouve que j'ai tout vu, maintenant ça y est, c'est officiel, j'ai tout regardé. J'avais pas tout fini, mais j'ai tout regardé. Et c'était déjà contenu en fait dans Game of Thrones. Et c'est ce qui faisait aussi la richesse, je pense, de cet univers-là, c'est qu'à partir d'un moment, il était forcé de se déployer. Donc on avait vraiment tout le spectre de l'hyper-fantasy avec des dragons qui grossissaient. Et puis quelque chose de plus modeste, comme ça, de plus, on va dans les bas-fonds de ce monde-là, on va explorer les couches les plus basses de cette société-là, avec des personnages qui s'appelaient, alors dans Game of Thrones, le limier, des personnages de chevaliers errants, comme ça, c'était très beau. Et puis là, vraiment, cette série-là fait le choix de n'être que là-dedans, vraiment exploiter uniquement la partie la plus picaresque de ça. Et en vrai, en fait, je trouve que c'est un contrepoint très intelligent que j'attribue pour moi à George R.R. Martin, qui est donc l'architecte de tout cet univers, le romancier à l'origine de ça, mais qui est aussi le créateur de chaque série. Je pense qu'il s'est dit très bien, après la surenchère de House of Dragon, où on était vraiment dans une surenchère de dragons, une surenchère de guerre, une surenchère d'inceste, de tyrannie, blablabla. On va tout reprendre par le bout le plus modeste. Et comme le disait Olivier à l'instant, ce qui me séduit peut-être le plus, c'est dans cette modestie, c'est aussi la modestie du ton, c'est-à-dire qu'on va vraiment toucher à quelque chose de grotesque, quelque chose de comique. Et il y a surtout quelque chose qui est un fonctionnement structurel du récit qui est très très beau, c'est qu'à chaque fois qu'on a une attente préconçue autour du chevaleresque, de l'idéal, ça va tout de suite être va se substituer à cette attente quelque chose de complètement différent, mais qui va quand même être spectaculaire. Par exemple, tout bêtement, ça commence dès le générique, je vais pas dire exactement le gag, mais dès le générique, on sent monter la grande musique, vous savez, très orchestrale et très épique de Game of Thrones, et en fait, elle va être immédiatement coupée et tronquée par un gag le plus vulgaire imaginable. Et en fait, toute la série va fonctionner comme ça. Et je m'arrêterai là, mais jusqu'à son climax, en fait. C'est les deux personnages principaux qui sont donc Sir Duncan, mais en fait Dunk, donc en fait quelqu'un du bas peuple qui a été fait chevalier au dernier moment par son maître, enfin bref, quelque chose de très très obscur, on ne sait jamais trop son hérédité, ça c'est très Picaro, de ne pas connaître l'hérédité des personnages, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de noblesse, et ben ce personnage-là va se rendre à un concours de chevalier, de duel, où sont présents des Targaryen, donc des grands nobles et tout ça, et en fait c'est pas ce concours-là qui va avoir lieu, mais vous allez quand même avoir votre ration de baston, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui est une très 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 belle scène, et pour moi une des plus belles scènes de bagarre médiévale. En tout cas, à comparer à celle du dernier duel de Ridley Scott que j'avais trouvé sublime. Les dialogues sont très, très, très drôles. Moi, on l'entend très bien dans la bande-annonce. Il y a un humour anglais, étonnamment, qui se développe là-dedans. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est tiré d'une nouvelle de George R.R. Martin. C'est-à-dire qu'il a pris peut-être presque le petit bout de la lorgnette de son univers Game of Thrones et il en a fait quelque chose qui ne peut que grandir et qui est aussi, en plus du récit picaresque, et puis ça va avec, mais c'est aussi un roman d'apprentissage. Et c'est ce qui est assez beau, c'est qu'on réapprend à regarder Game of Thrones
Thrones à travers cette série, à travers ce personnage qui est une sorte d'idiot quand même qui arrive, qui est défini quasiment par ses déjections. Enfin, dès la première scène, il est là, on voit que ses habits sont vieux, on comprend qu'il a connu un passé violent et qu'en fait le monde est une sorte de lieu de terreur pour lui et en même temps un lieu de fantaisie, de conte presque. C'est comme s'il vivait dans un conte et toute la série joue sur cette ligne-là, c'est-à-dire elle les gonfle les muscles tout le temps, elle montre, comment dire, sur les dragons par exemple, qui sont quand même un peu, je dirais, l'alpha et l'oméga de Game of Thrones. Là, ça devient des personnages de théâtre pour l'instant. Ils sont présents dans des petites pièces comme des légendes. Ils n'existent pas dans la chair et le sang et le feu comme ils existaient avant. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Et moi, je trouve ça toujours très beau de commencer une série en apprenant en même temps que le personnage à vivre dans ce monde-là, à sentir les odeurs. Il y a quelque chose d'assez précis et finalement très très romanesque, quoi. Moi, je trouve ça vraiment... Et puis, en plus de tout ça, il y a quand même un travail sur ce qui faisait Game of Thrones, c'est-à-dire la violence masculine notamment. Il y a très peu de personnages féminins. Ça, je dirais, alors ça pourrait être un défaut dans l'absolu si la série continue pendant 10 ans et qu'il n'y a toujours pas une seule femme mise en scène. Enfin, là, il y en a quelques-unes, mais c'est pour l'instant très petit, quoi. Mais on voit bien que la série s'intéresse presque au dégueulasse du masculin et donc au sang, à la violence. Il y a cet épisode 5 qui est une grande scène de bataille comme ça, mais qui ensuite retombe pour repartir vers quelque chose d'autre dans l'épisode 6. Enfin, moi, je trouve ça très très malin du début à la fin. Alors comment on peut imaginer, on sait qu'il y a des suites qui sont annoncées, comment on peut l'imaginer se développer, ce discours, cette histoire du presque rien de ce garçon comme ça, ces deux personnes, ces deux pauvres R. Exactement sur la logique du roman picaresque, c'est-à-dire que vous changez d'univers, vous changez de décor, mais en fait à chaque fois vous explorez une nouvelle facette de la société. Là, il y a vraiment... j'aurais tendance à mettre l'accent effectivement sur la même limite. Alors c'est pas tant l'absence de personnage féminin, parce qu'il y a un personnage féminin en l'occurrence qui est certes traité de manière secondaire mais qui est assez crucial, parce que cette fameuse bagarre générale en fait c'est un espèce de procès, en fait c'est une façon de résoudre une affaire juridique. Et cette affaire, c'est que il y a une femme, en l'occurrence une actrice, qui est donc un peu traitée comme une moins que rien, une prostituée, voilà, c'est aussi ça l'idée, c'est de dire très bien, vous avez été dans le monumental pendant Game of Thrones et pendant House of Dragon, mais on va aussi vous montrer le prix à payer de toute cette hypocrisie de puissance là. Et donc aussi comment sont traités les moins que rien. Et donc les femmes sont traitées comme des moins que rien. Et donc il y a ce truc assez intéressant, mais là où moi il me manque quand même quelque chose, c'est que Olivier à l'instant disait oui, alors il y a aussi un roman d'apprentissage, il y a aussi un personnage d'idiot qui en fait va remettre au devant de presque la bonne morale, en fait, là où toute la série avait été immorale et notamment traitée pour ça, on va un petit peu remettre. Moi, c'est un peu ma limite, c'est-à-dire qu'il me manque un tout petit peu des ingrédients de Game of Thrones qui travaillaient les personnages dans leur ambiguïté. J'adore son idiotie, j'adore sa vulgarité, j'adore qu'il soit profondément un peu limité, ce personnage principal. Mais il évolue, ce personnage. Pas vraiment. Et c'est ça qui en fait un... On sent que c'est la naissance de quelque chose, mais c'est vraiment ça que j'aime dans la série, c'est qu'il y a pour l'instant, il y a 3 heures de fiction à peu près. C'est finalement même pas 3 épisodes de Game of Thrones original. Et moi, je sens un énorme potentiel de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il est confronté, je dirais, au mal, qui est incarné par les Targaryen. Il y a quelque chose d'extrêmement basique et binaire dans cette confrontation-là. Donc lui, effectivement, est un peu loi blanche dans cet univers-là, mais on voit très très vite qu'il s'y adapte en une demi-seconde et qu'il pourrait tout à fait devenir un personnage brutal et odieux et incroyablement pervers, comme Game of Thrones a su en fabriquer. Moi, j'ai envie de voir ça, c'est-à-dire que pour une fois, Game of Thrones, je prenais des notes pour me rappeler de ce qui se passait. J'ai mis 3-4 saisons à vraiment rentrer dedans, à vraiment comprendre et à ne plus me poser la question, mais c'est qui au fait? J'y vois rien, je me souviens plus. Voilà, il y avait quelque chose, c'est peut-être mon rapport à la fiction, je préfère quand il y a des lignes claires, et là, c'est quand même globalement sur la ligne claire. Ouais. Adrien Desnouettes. J'apprécie cette ligne claire, mais justement, je la trouve trop claire dans de la définition du personnage principal. Moi, j'adorerais effectivement que l'option, en tout cas l'hypothèse d'Olivier s'accrédite, c'est-à-dire que ce personnage-là devienne plus ambigu. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment la très très grosse limite que je trouve à cette série, c'est que les personnages sont un peu sanglés dans leur substance et ils ne changent pas. C'est-à-dire que vous avez Sir Dunk qui est un idiot gentil et vous avez son écuyer qui est extrêmement rusé mais gentil aussi. Et en fait, il me manque cette ambiguïté qu'apportait en fait l'univers Game of Thrones par le sexe, tout simplement. Et c'est pour ça que l'absence des femmes m'ennuie. C'est ça.
Les Mais non, femmes mais vont oui, non, mais- apporter un peu d'ambiguïté. Non mais le sexe c'est la façon la plus simple et la plus grand public pour créer de l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'un personnage a beau être très gentil, être très doux, tout ce que vous voulez, à partir du moment où il devient sexué, il y a forcément, c'est comme ça, c'est un tabou de société, il y a quelque chose de plus complexe. Et cette complexité est totalement absente de la série. Donc j'adorerais qu'Olivier ait raison et que Sir Dunk devienne plus ambigu, peut-être plus sexué, qu'il y ait plus de femmes dans cet univers et que la tyrannie ne soit pas simplement, n'obéisse pas à une organisation à ce point manichéenne du monde. Pour l'instant c'est la toute petite limite que je place, mais c'est tellement bien fait que j'ai vraiment pas du tout envie qu'on retienne cette limite-là. Parce que c'est une série à la croisée des chemins, c'est-à-dire que on sent que c'est un prologue, qu'il y a cet épisode 5 qui est quand même l'épisode le plus Game of Thrones de toute la série, qui pourrait nous remettre sur des rails. Le 6e amende un petit peu ça, transforme un petit peu cette vision-là. On pourrait repartir sur ce roman picaresque, sur une forme de western aussi, enfin, ça va aussi avec. Moi, j'attends beaucoup d'une deuxième saison. J'ai l'impression, pour une fois, quoi, c'est-à-dire que moi, j'en ai un peu marre des séries contemporaines où on se dit, ça commencera à la 3e saison. Mais là, vraiment, j'y crois. On y croit alors. A Night of Seven Kingdoms de Ira Parker et George R. R. Martin, c'est en cours de diffusion sur HBO Max.